Nous avons tous, autant que nous sommes, trois besoins fondamentaux. Le besoin matériel, le besoin sexuel et le besoin de reconnaissance. Alors le besoin de matériel, celui-là, on ne risque pas de l'oublier, parce que toute l'activité commerciale de notre époque et économique nous le rappelle à chaque instant. Le besoin sexuel, nous connaissons. Mais ce qui passe sous les radars dans cette perspective, c'est en effet le besoin de reconnaissance ou le besoin d'estime dont nous sommes en train de parler. Évidemment, la survie de l'espèce humaine dépend de notre pain quotidien et aussi du processus reproductif. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais une fois que ces besoins vitaux sont satisfaits, il se pourrait bien que ce soit le besoin de reconnaissance qui prenne le pas, parce que le besoin de reconnaissance surdétermine les deux autres besoins. Bonjour. Pourquoi certains d'entre nous doutent d'eux-mêmes et se dévalorisent? Et pourquoi d'autres, au contraire, sont pris par une forme d'orgueil? Mais au fond, c'est quoi l'orgueil? Pourquoi certains méprisent les autres? Et pourquoi d'autres, au contraire, mettent les autres sur des sortes de piédestals et se sentent pas à la hauteur? Essayer de comprendre l'ensemble de ces fonctionnements, à la fois éclaire notre propre esprit, mais aussi comment fonctionnent nos sociétés, comment fonctionne la violence. Pour comprendre tout l'ensemble de ces mécanismes, à la fois psychologiques et sociaux, je reçois aujourd'hui Bruno Viard, qui est un penseur tout à fait original, passionnant, qui nourrit mon propre travail depuis des années, et j'avais vraiment envie de vous faire découvrir sa pensée qui, je crois, est lumineuse. Bonjour Bruno. Bonjour. Je suis d'autant plus heureux de te recevoir que c'est la première fois qu'on se voit en chair et en os, alors que j'ai lu ton travail depuis de nombreuses années. C'est un travail qui a beaucoup compté pour moi, qui m'a donné beaucoup d'allant, qui quand je me sentais un peu... je me demandais si j'étais pas un peu... J'exagérais pas, la découverte de ton propre travail m'a vraiment encouragé, et donc je suis content de permettre à plein de gens de découvrir l'ampleur de ton travail. Un des premiers axes qui m'a marqué, c'était quand je réfléchissais à la nécessité d'entrer dans un rapport d'affection pour soi-même, d'une certaine forme d'amour de soi, en pensant et réfléchissant ce que j'appelle moi le narcissisme. Et c'est là où je suis tombé sur ton livre « L'amour propre », où tu essayes vraiment de penser de manière qu'est-ce que c'est l'amour qu'on a pour soi-même et pourquoi ce n'est pas, comme c'est souvent vu, une faute. Peut-être on pourrait commencer par là, pourquoi c'est vu comme une faute? Oui, je crois en effet que c'est une bonne entrée en matière. Alors le mot amour-propre est justement un mot vraiment intéressant, parce que j'ai regardé dans plusieurs dictionnaires, il me semble qu'il y a une ambiguïté très grande. Ça signifie deux choses qui sont finalement bien différentes. Au sens propre, c'est le cas de le dire, l'amour propre, c'est l'amour de soi, comme quand on dit remettre quelque chose en main propre. C'est l'amour de soi, qui est évidemment déposé en nous. Nous sommes chacun des êtres, des individus autocentrés, qui avons des sensations, des affects qui nous concernent, et voilà. En même temps, le terme amour-propre a un sens assez différent, qu'on pourrait définir comme le souci du regard de l'autre. Et là, on entre dans une définition relationnelle de la chose, le souci du regard de l'autre. Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Quelle estime, quelle amitié, quel amour, etc. ont-ils de ma personne? Il est évident que ça, c'est une fibre de notre identité qui est considérable et qui nous anime, qu'on en ait beaucoup ou peu conscience, qui nous anime presque en permanence. Or, l'amour-propre, dans cette deuxième définition, est non seulement extrêmement sensible, mais aussi susceptible de se corrompre. Et il y a des blessures d'amour-propre, mais aussi des revanches d'amour-propre, et tout un jeu concurrentiel avec autrui, parce que autrui, bien sûr, a lui aussi tous ses affects. Et dans la gestion de nos relations,
il va falloir tempérer, et c'est là qu'un grand champ s'ouvre à notre réflexion, entre l'amour-propre légitime, qui est l'amour de soi-même, et l'amour-propre relationnel, alors, qui est légitime d'ailleurs dans une grande part, même s'il est capable de se corrompre. Il est légitime parce que, bien sûr, nous avons besoin de l'estime des autres. Je crois que c'est une nourriture fondamentale, essentielle, qui est d'ailleurs essentielle pour être capable d'ouverture à autrui et d'estimer autrui. Donc il y a un dialogue dans cette estime. Parlons de l'estime, on pourrait parler de reconnaissance, ce serait un peu la même chose, même si la chose, très souvent, dérape, et nous savons bien que dans toutes nos relations, il y a aussi de la violence petite ou grande. La petite violence, ça peut être des affects ou des pensées qui ne sont pas toujours si bienveillantes que ça, et puis ça peut dégénérer vers les violences les plus ouvertes. Alors, si on reprend au début, l'amour de soi-même, il faut le légitimer alors qu'il est vu, pour plein de raisons dans l'histoire de l'Occident, au fond, en partie avec Saint-Augustin, comme un égoïsme, une faute, que nous devrions, au contraire, être dans un sacrifice de soi-même. Alors, pourquoi l'amour de soi-même n'est pas un égoïsme? Alors, en effet, je crois que c'est un point essentiel sur lequel on devrait être d'accord. Il me semble qu'il pèse dans notre culture, je veux dire la culture européenne, et je pense surtout à la culture chrétienne, qui a des côtés admirables par d'autres par ailleurs, mais il pèse un poids très lourd qui continue à être là malgré l'émancipation, la déchristianisation actuelle. Et ce poids, je crois que c'est en effet la théologie augustinienne. Quand on dit Saint-Augustin, c'est pas pour... il n'y a pas que Saint-Augustin, ce sont les pères de l'Église, il y a toute une tradition qui s'est ajoutée au message de l'Évangile, là, parce que je ne lis pas de choses semblables dans l'Évangile. Au contraire, c'est même un peu frappant. Quand on lit l'Évangile, on a plutôt l'impression que le Christ nous invite, fait un geste d'amour inconditionnel à chacun des gens qu'il rencontre, et qu'il nous montre qu'on doit pouvoir s'aimer. Et puis une des phrases principales des Évangiles, c'est « aime ton prochain comme toi-même ». Donc là, il y a quelque chose... mais il y a eu ce discours que l'être est un être qui ne doit pas s'aimer, que s'aimer est au fond... Voilà, il y a eu une théologie très lourde, qui est la théologie du péché originel. Alors Saint-Augustin et d'autres, mais lui est le plus visible, et c'est sans doute lui qui a le plus influencé pendant peut-être 1000 ans, ce qui n'est pas rien. Je dirais presque la sensibilité et la psychologie européenne et occidentale, c'est l'idée de la faute, du péché, l'idée que le plaisir était mauvais, que la jouissance des biens terrestres, quels qu'ils soient, alors bien sûr, le plaisir sexuel était sans doute le plus réprimé et le plus pointé du doigt, mais il suffit de lire, par exemple, un livre comme L'Imitation de Jésus-Christ, qui était une sorte de Bible admirable par certains côtés, mais terriblement austère et culpabilisante. Bon, je n'insiste pas, mais le poids de la faute et du péché et de la répression des pulsions spontanées et naturelles de l'humanité pèse encore sur nos épaules, au point que si un geste ou un don n'est pas entièrement désintéressé, eh bien, beaucoup d'excellentes personnes et d'excellents penseurs vous diront ça ne compte pas, ça ne va pas. Alors que nous allons ouvrir un champ très vaste en disant que si nous prenons du plaisir ou de la joie à donner quelque chose ou à avoir des attitudes ouvertes envers autrui, eh bien, c'est magnifique et c'est peut-être le mieux que nous ayons à faire. Alors pourquoi c'est pas un égoïsme d'avoir de l'amour-propre? Pourquoi c'est fondamental? Bon, d'abord, nous sommes ainsi faits. Et c'est quand même un peu extraordinaire de demander à un être humain en l'occurrence, d'aller contre sa nature profonde.
hein. Et ça commence par les sensations internes dans notre organisme, les plus élémentaires, qui font que nous cherchons le minimum ou même le maximum de confort, de satisfaction physique. Je n'ai pas besoin de préciser, hein. Tout ça est et il a fallu un énorme retournement de situation. Moi, j'aime beaucoup dire que Rousseau y a beaucoup œuvré dans son discours sur l'inégalité. Bon, ça fait déjà quelques siècles, hein. Il dit, eh ben non, l'amour de l'homme pour lui-même est non seulement légitime, mais il est bon, il est sain, et j'ajouterais que ce n'est que à partir de là qu'on peut justement être dans une attitude véritablement ouverte vis-à-vis d'autrui. Parce que il n'y a pas de plus mauvais conseiller que la détestation de soi, ou sans aller jusque-là, que la honte, par exemple, ou le trouble de l'identité. Tu montres dans tes livres que, faute de s'aimer, on tombe dans des extrêmes qui sont l'orgueil et le dénigrement de soi-même. Et là aussi, je trouve que c'est très éclairant, puisque dans la psychologie habituelle, les gens ont l'impression que l'orgueil vient du fait qu'on s'aime trop. Or, en réalité, ce que tu montres, non. C'est quand on s'aime comme il faut, on est libre à la fois de l'orgueil et libre du dénigrement de soi-même, qui sont au fond deux erreurs qui se font face. Voilà. Alors, cet amour de soi, ou cette estime, peut-être je vais choisir de parler en ce terme, cette estime de soi, à la fois c'est une qualité fondamentale dont on a besoin, encore faut-il que cette estime soit pondérée. J'utiliserai ce terme, pondérée, c'est-à-dire juste bien ajustée, bien mesurée, ce qui signifie qu'il peut se dérégler. Et là, nous entrons dans le cœur du problème psychologique et du problème relationnel. Je dis problème relationnel parce que l'estime de soi ne marche pas tout seul. Ça marche beaucoup, peut-être pas à 100%, mais on pourra y réfléchir, en relation avec nos partenaires, lesquels, évidemment, ont un type de fonctionnement identique, hein, mais ceci est en interaction. Donc, l'estime que j'ai de moi-même dépend largement de l'estime que les autres me renvoient de moi-même, laquelle estime dépend de celle que je leur dispense. Donc, ce qui s'échange dans nos transactions permanentes, ce ne sont pas seulement des biens matériels, ce sont beaucoup aussi des affects. Ça passe souvent un petit peu sous les radars, parce qu'évidemment, ce n'est pas visible à l'œil nu, et je me plains un petit peu que quand même certaines psychanalyses l'oublient, en mettant avant tout l'accent, peut-être trop, sur la sexualité, et Dieu sait si elle est importante cependant, mais ce jeu, cet échange d'estime, avec le réglage ou le déréglage qui peut se produire, voilà le point. Alors ça, c'est vraiment un autre point crucial de ta pensée. Au XXe siècle, on a beaucoup réduit l'être humain, soit par la psychanalyse freudienne, que ce qui était fondamental, c'était la sexualité, soit une autre grande pensée politique, que c'était le besoin matériel de survie, et on a oublié quelque chose de fondamental, qui est le besoin de reconnaissance, et que, au fond, faute de ça, on ne comprend pas nombre des violences qui existent dans notre monde, et au fond, l'estime de soi-même, c'est pouvoir avoir un rapport juste par rapport aux autres, et c'est ça qui est vraiment problématique. Alors, j'aime bien les formes géométriques mnémotechniques qui m'aident à penser et peut-être à m'expliquer. Je vais donc tracer un triangle pour commenter ce que tu viens de faire remarquer, et j'aime bien dire que nous avons tous, autant que nous sommes, trois besoins fondamentaux. Le besoin matériel, le besoin sexuel et le besoin de reconnaissance. Alors le besoin de matériel, celui-là, on ne risque pas de l'oublier, parce que toute l'activité commerciale de notre époque et économique nous le rappelle à chaque instant. Hein, la publicité, tout ce qu'on voudra. Bon. Et
le marxisme et toutes les théories révolutionnaires étaient finalement d'accord sur ce point. C'est-à-dire que la base matérielle est fondamentale. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas beaucoup de vrai là-dedans. Donc c'est une chose. Le besoin sexuel, nous connaissons. La psychanalyse freudienne a mis l'accent beaucoup là-dessus, et c'est très sérieux également. Mais ce qui passe sous les radars dans cette perspective, c'est en effet le besoin de reconnaissance ou le besoin d'estime dont nous sommes en train de parler. Et j'ajouterai que, à mon sens, évidemment, la survie de l'espèce humaine dépend de notre pain quotidien, de notre alimentation quotidienne, notre nourriture quotidienne, et aussi du processus reproductif. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais une fois que ces besoins vitaux sont satisfaits, il se pourrait bien que ce soit le besoin de reconnaissance qui prenne le pas. Non seulement à cause de cette hypersensibilité dont nous sommes en train de parler, mais aussi parce que le besoin de reconnaissance surdétermine les deux autres besoins. Aussi bien dans le rapport sexuel, il se joue évidemment bien d'autres choses que quelque chose de purement sexuel. La sexualité est largement alimentée, enrichie d'ailleurs, par la relation psychologique fondée sur la reconnaissance réciproque. On peut développer ça, mais je crois que c'est assez clair. Et on pourrait dire exactement la même chose de l'appétit des biens matériels. Qu'est-ce que c'est que cette recherche de consommation qui n'en finit plus, exponentielle? Il y a beaucoup là-dedans aussi du besoin d'être reconnu. Donc, il me semble qu'en effet, rappeler ces vérités permet de bien savoir sur quelle voie on s'engage lorsqu'on parle du besoin d'estime. Alors, je fais un aparté, on voit bien que l'orgueil, loin de venir du fait qu'on s'aime, vient d'un désir de reconnaissance parce qu'on n'arrive pas à s'aimer et qu'on voudrait que l'autre nous donne ce qu'on n'arrive pas à s'accorder soi-même. Et donc on voit bien ici que l'orgueil vient justement d'un détraquement du besoin de reconnaissance légitime. Donc là, vraiment, ce qui est vraiment important, je pense que c'est vraiment bien de prendre le temps de contempler ça pour soi. Nous avons beaucoup plus besoin qu'on nous le dit d'être reconnus, que c'est vraiment quelque chose de fondamental, et que là aussi s'explique l'orgueil, le dénigrement, par un manque de reconnaissance. Et ce qui est aussi très important que tu soulignes, c'est qu'on voit bien qu'en réalité, il y a plein de gens qui sont en danger, qui sont au bout, qui même se suicident, par manque de reconnaissance, sentant que leur vie n'a plus de place, n'est plus reconnue. Ça permet vraiment de comprendre nombre des souffrances des gens. Beaucoup de gens souffrent, non pas d'un manque de biens matériels, non pas d'un manque de sexualité, mais d'un manque de reconnaissance qui explique tellement de situations que nous rencontrons tous. Alors, nous manquons de reconnaissance, mais peut-être aussi que nous manquons d'accorder de la reconnaissance à autrui. Parce qu'évidemment, ça marche dans les deux sens. Donc là, c'est formidable, on va pouvoir parler de ça. Le coup de génie de cette question de la reconnaissance, c'est qu'elle est circulaire. Bien sûr, bien sûr. Alors, tu emploies le mot orgueil, ça me va très bien. J'ai l'habitude d'employer un mot un peu plus archaïque, qui est celui de vanité. Quand je dis archaïque, je veux dire que c'est un mot qu'on n'entend plus beaucoup dans le vocabulaire contemporain, mais qui était très, très utilisé justement par la pensée théologique classique, par ce qu'on appelle les moralistes classiques au XVIIe siècle. Ils parlaient beaucoup de vanité. Alors vanité, orgueil, il y a certainement des nuances qu'on pourrait faire, mais on ne va pas peut-être entrer dans ce détail maintenant, et dire que la vanité ou l'orgueil, dans le fond, peu importe, on peut le définir comme un gonflement de l'ego. Une inflation de soi. L'histoire de la fameuse grenouille dont je t'ai entendu parler, Fabrice, plusieurs fois. Mais la grenouille, elle se gonfle de quoi? Elle se gonfle de vide. Et c'est ça qui est très intéressant. Le mot vanité est intéressant parce que, si on revient à son étymologie, vanitas en latin, c'est justement le vide. Donc l'ego se gonfle de rien, mais se gonfle de rien. Donc on est dans le monde des apparences, là. Et ce qu'il faut immédiatement ajouter, c'est que ce trait, cette attitude est corrélée à une autre. Elle est inséparable même d'un autre affect qu'on appellera la honte. Là encore, c'est comme, il ne faut pas trop s'arrêter sur le mot. J'emploie ces mots un petit peu comme des marqueurs algébriques. La honte, entendons par là le trouble de l'identité,
ou la déflation de soi. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que le plus que veut indiquer le mot vanité, ou le moins que veut indiquer le mot honte, en réalité font système. Il y a quelque chose de systémique, c'est quelque chose d'inséparable. Je dois ça à un penseur dont on aura peut-être l'occasion de parler tout à l'heure, qui s'appelle Paul Diel, et qui nous dit que, il dit quand une valeur se dégrade, elle se scinde en deux pseudo-valeurs de polarité opposée. Alors, la formule semble un petit peu abstraite, mais la valeur, en l'occurrence, c'est l'estime pondérée de soi, l'estime bien mesurée, qui est, je crois, la vertu essentielle, la vertu cardinale de l'existence, à laquelle, évidemment, nous n'atteignons jamais, parce que la perfection n'est pas d'ici-bas, mais à laquelle, qui est le but, je crois, qu'il faut rechercher, et il faut ajouter que certains, sans doute, y arrivent mieux que d'autres. Mais le dérèglement de cette tranquille estime de soi se produit deux polarités par un excès et un manque. La vanité sera donc un gonflement de l'ego inséparable d'un trouble de l'ego, d'une vexation, d'une blessure. Et j'ajouterai que comment on entre dans ce cycle, dans cette dualité, je crois qu'on y entre par une blessure, c'est-à-dire par le pôle de la honte ou de l'insatisfaction. Autrement dit, ce sont les vexations ou les blessures de l'auto-reconnaissance qui remontent, qu'il faut sans doute chercher dans l'enfance, peut-être dans la très petite enfance, qui produisent un dérèglement de l'affectivité, qu'il faut que ce manque, eh bien, on voudra sans cesse le compenser par un besoin de reconnaissance qui sera pénible pour les autres, parce qu'on sera toujours à leur mendier, à leur chercher, ou à leur imposer nos qualités de façon abusive, et qui est gênante pour autrui, donc qui risque de produire des effets contre-productifs, parce qu'au lieu de recevoir l'estime juste que nous voudrions, si nous indisposons, nous allons entrer dans des transactions difficiles. Donc si on reprend, il y a une blessure en nous, une blessure d'amour-propre, on se sent, voilà, pas compris, pas aimé, etc. Et nous faisons l'erreur, pour combler cette blessure, soit d'être orgueilleux pour essayer de recevoir la reconnaissance qui nous manque, soit de nous dénigrer, et dans les deux cas, ces efforts, loin de nous apporter ce qu'on cherche, ne font que renforcer le problème. Bien sûr, bien sûr. Et donc ça, c'est vraiment, je trouve que ça, c'est lumineux, parce qu'on voit que la plupart du temps, on est pris dans des mécanismes ou des stratégies qui nous séparent de ce qu'on cherche. L'orgueil, loin de nous apporter la reconnaissance, nous en prive, et c'est vraiment... C'est ce qu'on appelle quelque chose de contre-productif. Et pour compléter la description, parce que je crois que là, on a encore indiqué que la moitié de la chose, c'est que ces sentiments, ces affects qui nous concernent au plus profond de notre intimité, eh bien, en projection sur autrui, qu'est-ce que ça donne? La vanité, c'est-à-dire l'inflation de mon ego, donne le mépris des autres. Le mépris, qui est une chose terrible. Le mépris d'autrui, en projection sur autrui. Je méprise autrui, je me plains toujours d'autrui, je trouve que les autres sont toujours nuls, que moi je suis génial mais que les autres sont pas à la hauteur. Et donc... Et alors, en chiasme, si on prend la honte dont je parlais tout à l'heure... Hein, je suis très impressionné par les autres. Ça donne la surestime d'autrui, appelons ça l'envie. Hein. Alors, l'admiration est un sentiment très positif. Oui, on est trop impressionné aussi, on voit des gens qui mettent les autres sur un piédestal, ils se sentent nuls, et l'autre est absolument quelqu'un de génial. Et, voilà, un piédestal abusif, parce que j'y tiens, l'admiration est une chose essentielle. Savoir admirer ce qui est admirable est quelque chose bien. Mais ce dont nous parlons avec le mot envie, c'est bien sûr d'autres choses. On pourrait utiliser le mot jalousie, etc. Mais Dieu sait dans l'existence combien cela corrompt souvent les relations humaines. Donc nous voyons comment la vanité et la honte, du côté de la personne, donnent en projection sur autrui la vanité
et l'envie. Bon, et il faut faire très attention parce que ces 4 figures, il faut bien se dire que mes partenaires successifs, à chaque instant de notre existence, que ce soit en famille, en couple, avec nos amis, avec nos voisins, avec nos collègues de travail, ou même dans la queue à la boulangerie, si nous nous impatientons quelque chose, eh bien, ces 4 figures que nous avons en nous-mêmes, elles entrent en interaction avec autrui, qui est évidemment doué, des mêmes facultés, des mêmes capacités, voilà. Et donc, je dirais presque que c'est 4 et 4. Hein. Alors, ça fait... Je parlais tout à l'heure de mes figures géométriques. Bon, celle-là, en voilà encore une, si vous voulez. Je m'en sers un petit peu de façon mnémotechnique, mais j'y tiens beaucoup. Ce n'est pas une découverte que j'ai faite personnellement, ou plutôt je l'ai faite chez un auteur que j'ai cité qui s'appelle Paul Diel. Bon, on en parlera peut-être ou pas, ça ne fait rien, mais je trouve que ça marche comme ça. Et depuis longtemps, je réfléchis dans ces termes, et je n'ai pas trouvé de contradiction possible ou de meilleure description. Parce que j'ai pu lire dans la philosophie sanskrite et hindoue ou ailleurs des descriptions sur les 3 ou sur les 4 ou sur les 5 ou 6 points fondamentaux de la psychologie humaine. Et je trouve toujours que, voilà, quand j'étais collégien, j'aimais bien simplifier les équations. Simplifier, simplifier. Et donc, reprenons les 4. Oui. Trop de moi, l'orgueil. Pas assez de moi, le dénigrement de moi-même. Et par rapport à autrui, d'un côté, le dénigrement des autres, et de l'autre, la jalousie des autres. Et là, on a 4. Ça fait 4. Et ni 3 ni 5, ni autre chose. Problèmes qu'il faut... Alors, ce qui est absolument lumineux, quand on a compris ça, c'est que c'est quelque chose dont on parle très peu, parce que je dis, voilà, j'ai expliqué qu'on vit dans une psychologie complètement fausse, où il ne faut pas trop s'aimer, on ne comprend pas du tout la réciprocité. Mais quand on comprend ça, on se rend compte que les grands textes de l'humanité ne cessent de parler de ça. Que si on prend l'Iliade, si on prend la Bible, si on prend le grand texte indien, le Mahabharata, ça ne parle que de ça, mais on ne le voyait pas. Peut-être ce serait tout à fait extravagant d'avoir découvert l'œuf de Colomb, je veux dire une théorie merveilleuse, et que tous les grands sages de l'humanité depuis le commencement du monde n'en aient jamais dit un mot. Ce serait plutôt inquiétant pour nous. Il y aurait de quoi se poser des problèmes sur notre propre orgueil. Est-ce que tu veux bien montrer pourquoi c'est ça qui est au cœur de l'Iliade, du Mahabharata et puis d'Abel et Caïn? Partons de la première ligne de l'Iliade. Je chante, nous dit Homère, la colère d'Achille. Bon. Pourquoi Achille est-il en colère? C'est une querelle de préséance entre les 2 meilleurs guerriers de l'armée achéenne, grecque, Agamemnon et Achille, pour une histoire de captive. Alors évidemment, aujourd'hui, la pensée woke aura raison de s'indigner de cette chamaillerie de macho, de mâle, pour une belle captive qui est une esclave sexuelle. Bon, les temps ont changé, nous sommes d'accord, mais le point, c'est que la colère d'Achille est motivée par une blessure d'amour-propre. Bien sûr, cette captive est très belle et il s'y est attaché, mais surtout, si on prenait le texte de l'Iliade, ça saute absolument aux yeux, il est horriblement vexé que Agamemnon lui ait repris la belle captive. Il y a une histoire de distribution du butin, et en plus, devant tout le monde, c'est souligné, hein, devant tout le monde, il est humilié, voilà. Et s'il se met à bouder, s'il se replie sous sa tente, et ça va coûter la vie à des centaines et des milliers de guerriers, c'est pour une raison d'amour-propre. Et de toute façon, en amont de cette histoire, il y a la guerre de Troie. Pourquoi la guerre de Troie? Là encore, c'est pour une raison d'amour-propre. Je crois que nous n'avons pas oublié l'histoire de la pomme d'or qui devait être donnée par le berger Paris à la plus belle. Il y a eu un concours de beauté entre Aphrodite, Héra et Athéna, voilà, et il y a eu de la triche. Aphrodite a promis à Paris l'amour de la plus belle femme du monde, de la Miss Monde de l'époque qui s'appelait Hélène. Il y a eu de la triche. Héra n'a jamais pardonné
que la pomme ne lui soit pas revenue, et c'est pour ça, je n'entre pas dans les détails, qu'elle a empoisonné les relations entre les Achéens et les Troyens. Alors, parce qu'on pourrait trouver dérisoire que la Première Guerre mondiale, on peut bien appeler la guerre de Troie la Première mondiale, ait pour origine une histoire de femmes comme ça. On pourrait trouver ça complètement dérisoire en disant mais voyons, quand même les guerres mondiales, ça a des causes un peu plus sérieuses qu'une jalousie amoureuse. Et en réalité, le vieux poète n'était pas si bête que ça, et il a mis l'accent sur cette fibre, sur ce muscle fondamental, mais qui reste souvent dans un angle mort de nos analyses, les blessures d'amour-propre. Alors, Abel et Caïn. Alors, Abel et Caïn, c'est sans doute la même histoire. J'en prendrai volontiers la lecture qu'en fait Gérard de Nerval dans son Voyage en Orient, où il raconte les choses un petit peu à sa façon, mais je crois de façon très suggestive, en faisant une fois de plus une blessure d'amour-propre, en disant que Abel était le préféré de son papa et de sa maman. Et qu'en plus, Abel était un berger, Caïn était un agriculteur, et on sait comment c'est. Et ça a d'ailleurs des conséquences, parce que dans toutes les sociétés agro-pastorales, souvent c'est un peu le cas, parce que les chèvres et les moutons du berger ont tendance à aller brouter les belles salades du jardin de l'agriculteur, qui lui pioche toute la journée pour faire des petites rigoles d'irrigation, pendant que le berger, lui, joue de la flûte sous les sycomores. Et il a tendance à fermer un peu les yeux, le berger, sur les déviances de son bétail. Bref, Caïn n'y tenait plus, hein, à force de se voir préférer, de voir préférer son frère par Adam et Ève, et de voir le petit, non pas le petit dernier, parce que ce sont des jumeaux, ce qui est d'ailleurs très intéressant. Mais à force de se voir préféré par celui qui était sans gêne, il a tué. C'est bien malheureux, il a eu tort, hein. Mais quand même, il faut tout dire. Donc là, on voit que c'est la mise en scène d'une blessure d'amour-propre, et la violence n'est pas celle qu'on croit, la violence vient d'une blessure d'amour-propre. C'est ça que nous dit il y a toujours une cause derrière. Oui. Et le Mahabharata, c'est la même histoire, une blessure d'amour-propre, et donc on voit que les grandes épopées et le texte de la Bible nous montrent cet extraordinaire problème de l'amour-propre qui reste peu vu. Voilà. Alors, on est dans une dialectique, dans un échange. L'amour-propre, ou disons plutôt l'estime, est une denrée qui s'échange. Voilà. C'est pas une denrée qui existe. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas en elle-même, mais en tout cas, elle est susceptible, elle est même plus que susceptible, elle est en permanence exposée à l'échange. Autant dire au don et au contre-don. L'estime, on la donne à autrui et il nous la renvoie. Et chacun, évidemment, en fait ce qu'il veut, ou plutôt ce qu'il peut, en fonction de son donné de départ. Ce que j'appelle le donné de départ, c'est donc une autre forme de don, mais qui ne se joue pas dans la transaction telle que nous en avons actuellement, par exemple, dans ce dialogue, mais qui remonte à notre histoire lointaine et peut-être à notre enfance. Donc il va y avoir des dons et des contre-dons, non pas d'objets matériels, ni de services, ou plutôt il y a des dons et des contre-dons dans tout un éventail d'objets, qui peuvent aller bien sûr des dons matériels, à commencer par l'argent, qui s'échange, ça s'appelle le commerce, ça s'appelle le marché, ça s'appelle aussi les cadeaux qu'on peut se faire, l'anniversaire, tout ce qu'on voudra. Hein. Donc nous échangeons des objets matériels, alors de l'argent, ou du chocolat, ce que vous voudrez, mais nous échangeons bien des choses aussi. Nous échangeons des services, les uns avec les autres, nous échangeons des paroles, et aussi de l'écoute, ça ne va pas, l'un ne va pas sans l'autre, bien sûr, et puis nous échangeons des affects et de l'estime, justement. Et tout ça n'est d'ailleurs pas séparable, parce que offrir de l'écoute à quelqu'un ou des paroles, il y a des sentiments qui passent avec. Et tout ça, nous le percevons. Et même nous le percevons
très très finement et au quart de seconde, hein, les blessures d'amour-propre ou les satisfactions d'amour-propre, d'estime. Nous avons une sorte de petit thermostat, je crois, incrusté dans la poitrine, extrêmement sensible et pertinent. Enfin, pertinent, il peut y avoir aussi des déformations, des erreurs, justement, de perception. Oui, il peut y avoir pertinent ou impertinent, justement. Mais voilà, il y a toutes sortes de transactions. Les unes sont extrêmement visibles, les autres sont, à la fois, il y a ce paradoxe, elles sont cachées si on veut, on ne les voit pas avec les yeux, et elles échappent aussi au discours dominant. C'est pour ça que nous en parlons tellement. Mais elles sont là, et c'est peut-être elles qui commandent une grande partie de notre existence. Alors là, c'est vraiment un truc, quelque chose d'assez fort, moi, qui m'a quand même complètement bouleversé ce que tu dis, puisque ce qui est essentiel à notre vie, ce qui explique tant de violence, c'est ce dont presque personne ne parle, qu'on ne voit pas, cet extraordinaire échange inaperçu, un échange d'écoute, un échange de dons. Alors, j'ai plusieurs remarques. Moi, ça a été complètement un choc parce que je restais prisonnier de l'idée dans lequel soit le don est absolument pur, désintéressé, absolu, soit on est dans la transaction, dans l'échange marchand. Et donc, toute la pensée qui sous-tend ce qu'on essaye de montrer, ben non, c'est que le don complètement pur, c'est un truc complètement idyllique, abstrait, qui est peut-être très bien pour les dieux, mais qui n'est pas la réalité de notre existence humaine. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de don pur que nous sommes que dans le calcul et qu'il y a une autre dimension qui est fondamentale et que la reconnaître, c'est vraiment, je trouve, une manière tellement profonde d'être heureux et d'apaiser la violence, qui est cet échange de réciprocité. Mais cette question du don, elle n'est pas du tout vue, puisque même jusqu'à Jacques Derrida, il y avait vraiment l'idée que si le don n'est pas absolu, ce n'est pas un don, on est dans la pure transaction. Alors là, il y a quelque chose là de très fort et qu'il faut essayer peut-être d'expliquer. Qu'est-ce que c'est cette idée qu'il y a un don, qui est un contre-don, et pourtant le contre-don n'est pas de l'ordre d'une transaction économique. Peut-être on peut donner des exemples simples pour commencer à faire apparaître ce phénomène stupéfiant. Alors, c'est très bien que tu parles d'économie, parce qu'en effet, on a commencé à parler de théologie avec Saint-Augustin, et de culpabilité, et de péché, etc. Or, il me semble qu'au point où nous en sommes aujourd'hui, dans notre culture, nous avons deux modèles de morale, même si on ne parle plus beaucoup de morale, le terme, lui aussi, est un peu périmé. Néanmoins, ces deux modèles sont bien là, au-dessus de nos épaules. La théologie de la faute et du péché, dont nous avons déjà parlé, et ce qu'on peut appeler l'économie politique. L'économie politique, c'est la loi du marché, c'est la loi du commerce, qui est évidemment toute puissante, aujourd'hui plus que jamais, avec l'ultralibéralisme, la mondialisation, etc. Que nous dit l'économie politique? Ce qu'on appelle de ce terme, c'est les théories des penseurs anglais, ou plutôt écossais, de la fin du XVIIIe siècle, qui nous disaient que le marché allait tout arranger. C'est-à-dire que alors, il tordait complètement le bâton dans l'autre sens, parce que à l'époque, il y avait des penseurs très négatifs, très pessimistes. On a parlé de Saint-Augustin, mais on pourrait parler de Hobbes, par exemple, qui disait « l'homme est un loup pour l'homme, donc il faut verrouiller absolument les impulsions de la nature humaine ». Que vient nous dire Adam Smith et les autres penseurs anglais? Ils viennent nous dire « mais pas du tout, au contraire, nous allons tout régler à partir de l'intérêt égoïste, de l'intérêt matériel, économique. Vous allez voir, tout va s'arranger. Pourquoi croyez-vous que le boulanger met le réveil à 2 heures, plutôt pétrit son pain toute la nuit? Vous croyez pas que c'est pour vos beaux yeux? C'est parce que il cherche son intérêt, il a sa villa à construire, etc. Il a besoin d'argent. Mais regardez comme c'est bien, ça nous permet d'avoir notre baguette fraîche chaque matin. Donc tout s'arrange à partir des intérêts des uns et des autres. C'est pas bête comme doctrine. Il y a beaucoup de vérité là-dessus. Mais que fait ce mendiant à la porte de la boulangerie? Donc, le calcul de l'intérêt et la justification de toutes les relations humaines par l'intérêt, c'est pas entièrement faux, mais c'est pas entièrement vrai non plus. Bon, de même que tout à l'heure, quand nous parlions de faute, ça existe la faute.
Ça existe, les péchés, les mauvaises actions, les mauvaises pensées, ça existe. Mais il n'y a pas que ça, et la répression de l'amour de soi, on l'a bien dit, était quelque chose de très excessif. Bref, nous vivons entre ces deux morales, la morale de l'intérêt et la morale de la faute, c'est-à-dire de la culpabilisation de tout intérêt. Bon, et il me semble que ces deux morales symétriques sont aussi funestes l'une que l'autre, même si elles ont bien entendu une part de vérité. Mais elles n'ont qu'une part de vérité. Et quand on ajuste à 50%, ben, on ne va pas très loin. On est sûr que tout va basculer. Donc, ce que nous cherchons, d'ailleurs, nous en avons déjà parlé depuis le début de cet entretien, c'est une sorte de synthèse. Or, cette synthèse, je crois qu'elle nous est justement offerte par cette réflexion que nous avons sur l'échange du don et de contre-don. Bon, il faut rendre à César ce qui est à César. Hein. Marcel Mauss a fait une étude fondamentale qui s'appelle justement « L'essai sur le don ». Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cet échange de don et de contre-don? On voit que, comme tout le temps, il y a ma personne, qui est le centre du monde, et chacun d'entre nous peut en dire autant, et il y a mes partenaires, mon partenaire de l'instant et tout autrui. Bon, puisque je donne des biens matériels, ou de l'écoute, ou de la parole, ou de l'estime, je donne et je reçois. Dans des transactions qui, évidemment, peuvent être équitables ou inéquitables. Hein? C'est l'évidence première, mais je le rappelle quand même. Mais en tout cas, il y a deux pôles, et ce que je veux montrer, c'est que, justement, la justesse, ou la justice de cet échange veut que aucun de ces pôles ne soit frustré, qu'ils soient satisfaits l'un et l'autre. Si on arrive à cela, à ce résultat, nous aurons atteint le plus bel objectif possible, la satisfaction mutuelle et réciproque. Et dans un tel échange, eh bien, je donne et je reçois. Mon partenaire donne et reçoit à son tour. Lorsque je reçois plutôt, on pourrait dire que mon intérêt est satisfait. Par exemple, prenons un exemple tout simple. Je t'offre une boîte de chocolat. Oui. L'idée que j'ai, c'est que je te donne la boîte de chocolat. Je n'attends rien en retour. Je t'offre la boîte de chocolat, marquant ainsi une reconnaissance, reprends ce qu'on a dit, et une forme d'estime. Bon, et ça tombe bien parce que j'adore les chocolats. Donc, je suis doublement satisfait. D'une part parce que je vais me régaler, comme on dit en Provence, mais d'autre part parce que... j'ai pensé à toi. Oui, tu as pensé à moi, tu as fait un geste généreux, et cette générosité m'honore, et me dit que je suis reconnu comme une personne qui compte. Sinon, tu aurais pu apporter, je sais pas, un paquet de cacahuètes ou rien du tout, même. Les radins, on en rencontre tous les jours. Hein. Bon. Alors, ce que je veux dire, c'est que j'y trouve mon compte. Mais le don appelle un contre-don. Si nous avons deux sous de jugeote, parce que finalement, c'est des petits calculs inconscients, mais élémentaires que tout le monde peut comprendre, même si on les gère plus ou moins bien. Donc quand j'ai reçu quelque chose, chocolat ou autre chose, je suis en dette. Et si je veux que la relation continue, eh ben, ce sera à mon tour de faire un contre-don. Alors ça ne veut pas dire que ce sera encore une boîte de chocolat, ça ne veut pas dire que ce sera la semaine d'après. On peut attendre, on peut, selon l'occasion, selon les moyens de chacun, hein, selon les circonstances. Mais je suis un petit peu en dette et il y a quelque chose entre nous. Parce que l'autre le sait très bien. Il est un petit peu dans l'attente. Et ce quelque chose est très intéressant parce que ça crée un lien. Ça crée un lien qui est habité à la fois par une certaine inquiétude, parce que quand on a fait un geste,
on aimerait bien qu'un jour... bon, l'ingratitude est une chose qui n'est jamais très, très agréable. Donc, il y a une certaine attente. Ça ne veut pas dire qu'on calcule et qu'on compte, on a quand même d'autres choses à penser, et il faut aussi faire crédit à autrui, hein. Chacun est libre. On est libre dans ce... C'est ça qui est important. Dans le don contre don, chacun est libre. À la différence de la pure transaction commerciale, Exactement. Dans lequel je dois payer tout de suite ce que j'achète, et même si je prends une dette, elle me coûte de l'argent, donc il y a une sorte, c'est pas du tout du même ordre. Il y a une souplesse qui fait toute la richesse de la chose, mais ce que je veux montrer, c'est que, pour le dire crûment, si mon intérêt a été satisfait en recevant, je dois à mon tour, si je veux que la relation se perpétue et se passe bien, donner à mon tour, c'est-à-dire être généreux. Et cette fois, c'est l'intérêt, pour dépouiller la chose et le dire un peu crûment, de l'autre qui sera satisfait. Donc vous voyez bien que nous faisons la synthèse entre la générosité, le sacrifice, le don, l'oblation d'une part, et l'intérêt ou l'amour de soi d'autre part. Et que dans cette navette, parce qu'il s'agit d'une navette, parce que dans une relation, c'est dans la durée que ça se construit. C'est pas un instantané comme ça. Il peut y avoir une relation instantanée. On croise quelqu'un dans l'ascenseur, ça dure, s'il y a beaucoup d'étages, ça peut durer quelques secondes, mais enfin, on sait que ça n'ira pas plus loin. Mais quelques secondes, ça compte quand même. Si je suis dans l'ascenseur avec quelqu'un, avec un inconnu, il y a deux solutions, hein. Ou je regarde la pointe de mes souliers en disant pourvu qu'on soit vite arrivé, ou alors je trouve un mot à dire, n'importe quoi, sur le temps qu'il fait, si j'ai pas d'autre sujet, et il peut arriver que l'autre me réponde pas, c'est plutôt rare. En général, ça détend l'atmosphère, et si on a un peu d'humour, ça peut même être très agréable si ça dure pas longtemps. Mais il y a des relations d'amitié qui durent beaucoup plus longtemps, quelquefois toute la vie, ou quelquefois quelques années, et bien évidemment, on voit que c'est un processus, où chacun son tour vont donner, alors ça peut être un texto qu'on s'envoie, ça peut être, il faut bien imaginer que les formes peuvent être infiniment variées, puisque nous parlions de liberté, c'est aussi notre imagination, notre humour à gérer au mieux, ça peut être 1000 choses, peu importe, l'important c'est qu'il y ait cet échange. Or, cet échange, même si ce ne sont que des objets matériels, en réalité produit de la chaleur ou de la cordialité. Et là, nous touchons au point central, parce que on nous parle beaucoup d'amour, dans la religion, par exemple, ou d'amitié qu'on célèbre partout. On sait que c'est un mot, un peu un mot valise, et puis l'amour, en amour, l'amour sexuel, etc., je t'aime, etc. Bon, c'est un mot valise qui signifie 1000 choses, quelquefois complètement contradictoires. Si on parle de l'amour du loup pour l'agneau, ce n'est pas la même chose que le sacrifice de Mère Teresa ou de tout ce qu'on pourrait imaginer. Mais sous ce mot valise, on pourrait dire que je ne critique pas. C'est peut-être bien de mettre un voile d'ignorance sur l'expression « je t'aime » qu'utilisent les amoureux, qui peut signifier beaucoup de choses, hein. Mais si nous essayons, nous autres, de décortiquer un petit peu plus la chose, ben, j'en arrive à la proposition suivante, c'est que l'amour, l'amitié, la cordialité, on peut décliner ça selon les circonstances, le type de personnes auxquelles on a affaire, etc. Eh bien, c'est dans le fond la reconnaissance. Ou si on préfère le dire autrement, la gratitude. Et que l'amitié je pense souvent à la façon dont les primitifs faisaient du feu en frottant des pièces de bois ou de pierre les unes contre les autres. C'est dans la navette des dons et des contre-dons qu'une familiarité se crée avec un inconnu. Au début, on ne sait pas trop qui c'est, s'il est bon ou s'il est méchant, s'il veut du bien ou du mal, s'il va s'intéresser à moi ou s'il n'en a rien à faire, etc. Et par l'échange même de quelques mots au début, hein, et voire plus, si affinité, on est libre, hein, on peut se dégager, se désengager à chaque instant. Mais si l'autre vous envoie des signes de reconnaissance positive, eh bien, il se tisse quelque chose qui est l'amitié ou l'amour.
Ou la fraternité, on pourrait même dire. La fraternité, alors la fraternité, ce sera intéressant. Bon, c'est évidemment le mot-clé du christianisme, c'est aussi le mot-clé de la République. Donc vous voyez qu'on touche là à un champ illimité. Et que la fraternité, justement, elle ne peut pas reposer juste sur l'intérêt commercial, elle doit reposer justement sur la réciprocité. Alors, puisque tu parles de fraternité, j'ai envie de faire un tout petit développement républicain, pour le coup. Regardez la devise républicaine, qui est quand même quelque chose de si fondamental. Hein. Robespierre l'avait utilisée en 1794, je crois. Depuis le 24 février 1848, nous avons cette devise. Elle est encore sur tous les papiers officiels de la République et elle apporte toutes les écoles. Et nous la connaissons sans peut-être en mesurer toute la profondeur. Parce que liberté, égalité, fraternité. Il me semble que dans ce triangle, dans cette triade, nous avons exactement, nous avons l'équivalent, nous avons la correspondance, on va dire. Alors non plus à échelle psychologique, mais à échelle de la République, c'est-à-dire d'une entité d'une toute autre dimension, nous avons la correspondance de ce que nous disions à échelle psychologique. Pour bien faire, il faudrait mettre la fraternité au centre. Et la liberté et l'égalité de part et d'autre. La liberté, on l'accordera facilement, correspond à l'amour de soi. Hein? Il y a une correspondance qu'on peut assez bien établir. Je m'aime bien, je suis la personne au monde qui compte le plus pour moi-même, donc je m'écoute et je fais ce qui me plaît. C'est la liberté. Vive la liberté, vive la liberté. Ça ne va pas de soi, hein, ça avait été au contraire nié, on l'a rappelé pendant si longtemps, mais c'est un des grands acquis des Lumières et de la Révolution. Mais attention, hein, on voit bien que la liberté, pour reprendre une métaphore animalière, la liberté du renard dans le poulailler, bon, ça pose quand même quelques problèmes. Ça tombe bien, nous avons l'égalité de l'autre côté, qui dit halte. Hein. La liberté de chacun ne doit pas empiéter sur la liberté d'autrui. Donc cette fois, nous avons, non pas le sacrifice, mais en tout cas, une limite portée à l'expression de ma liberté. Eh bien, dans cette devise liberté, égalité, fraternité, il me semble que cette devise est une sorte d'équilibre qui nous dit que le terme le plus important, c'est finalement la fraternité. Si l'on veut bien accorder que la fraternité ou l'amour est le plus réjouissant des sentiments. C'est une formule que j'emprunte à Paul Diel, que j'ai déjà citée. Mais comment arriver à cet idéal de fraternité, auquel nous n'arriverons jamais tout à fait, hein, il faut bien en avoir conscience. Eh bien, une fois de plus, nous voyons que c'est par un équilibre, un petit peu comme quand on conduit un vélo, où il ne faut ne tomber ni à droite ni à gauche, hein, et faire des petits mouvements de guidon pour ça, entre l'expression de ma liberté et le respect de la liberté d'autrui, qui s'appelle peut-être l'égalité. Donc, une fois de plus, on est dans une pensée triangulaire, si vous voulez. Bon, c'est pas une manie de géomètre, mais c'est tout simplement que toute la relation, le propre des relations humaines, ou le mot relation le dit, hein, c'est qu'il y a deux termes, deux pôles, deux partenaires, et qu'il y a un équilibre à trouver, et c'est cet équilibre qu'on appellera la fraternité, ou l'amour, ou la cordialité, ou l'amitié, ou la camaraderie, selon les cas. Hein. On va décliner et nuancer autant qu'on voudra. Ce qui est vraiment surprenant quand on parle de cette question du don, qui est au cœur donc de la possibilité de la fraternité, c'est que on a beaucoup de mal à accepter ça. C'est vraiment à accepter que cet échange est aussi central. Il y a quelque chose qui résiste énormément de comprendre que ce phénomène qui a l'air complètement accessoire, je te donne une boîte de chocolat, je prends tes nouvelles, je t'appelle, je te dis bonjour dans l'ascenseur, que c'est pas quelque chose, pour nous, on dit oui, bon d'accord, ça c'est un peu sentimental ou juste de la politesse. Non, c'est au cœur de la possibilité d'un échange, c'est au cœur de la possibilité de surmonter ce qu'on a vu
comme la violence fondamentale qui détruit tout, puisque portant estime, je donne à chacun sa place et je permets donc à la fois la fraternité, donc que la liberté et l'égalité tiennent. Je permets d'éviter la violence qu'on a vue avec Abel et Caïn et l'Iliade et l'Odyssée. C'est quand même quelque chose de stupéfiant que ce qui fait le ciment possible d'un monde plus apaisé, à la fois psychologiquement et socialement, soit quelque chose d'aussi inapparent. Et là, peut-être la remarque de l'analyse de Mauss est aidante, puisque le propre du don et du contre-don, si on le voit pas, c'est qu'il faut qu'on le voit pas pour que ça fonctionne le mieux possible. C'est peut-être pour ça que on le voit pas. Alors, tu as parlé de résistance, et j'aimerais bien rebondir sur la résistance. Mais d'abord, j'essaye de répondre à ce que tu dis. Il faut que ça se voit et que ça ne se voit pas. Alors, Mauss le dit très bien, et puis Mauss, et puis bon, d'autres chercheurs, penseurs après lui, c'est que on calcule et on ne calcule pas. Dans les relations humaines, si on est toujours en train de calculer, c'est moche. Il n'y a plus de don, il n'y a plus de don, il n'y a plus de contre-don, il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus de fraternité. Ça casse tout. Hein. Si on dit l'autre fois tu m'avais offert des chocolats, donc ce coup-ci je vais regarder l'étiquette du prix, là ça casse tout, on est fichu. Hein. Et pourtant, on ne va pas aller dire que rien ne compte, parce que si c'est toujours les mêmes qui descendent les poubelles, un jour, on en aura marre. Hein. Donc il faut quand même faire attention. Imaginons des amis, par exemple, qui vont boire un coup à la sortie du travail, etc. Bon, on ne va pas dire, la dernière fois, c'est toi qui as payé, etc. Donc, à la bonne franquette, mais n'empêche qu'il y en a un qui paye jamais, à la longue, ça va se voir, et ça va pas être sympa, et un jour, ça va plus aller. Bon. Donc, on ne calcule pas, mais on compte quand même un petit peu. Et on voit bien dans les familles, partout, les problèmes, les notaires vous le raconteront, les histoires, ça peut aller loin. Hein. Bon. Donc il y a une sorte, je parlais tout à l'heure de voile d'ignorance, et c'est un petit peu ça. Donc nous ne sommes pas des petits saints. Ne jouons pas les purs esprits, parce que c'est trop demandé à notre nature, à notre belle nature, telle qu'elle est constituée, belle nature, mais fragile, attention. Hein, nous sommes extrêmement fragiles, et les autres aussi. Donc, c'est clair, c'est ça au fond, voilà. Tu as tout à fait raison. La pensée du don contre don, et de la pensée qu'on essaie de développer, c'est d'assumer vraiment la fragilité qui est la nôtre, et pas faire semblant. Alors, sur les résistances, qu'est-ce qui fait, hein, tu te demandais, qu'est-ce qui fait que toutes ces choses dont nous sommes en train de parler et qui semblent un peu évidentes une fois qu'on les a formulées, eh bien, elles ne soient pas si évidentes que ça, et qu'on a beau écouter la radio, les médias, la pub, etc., et même les psychanalystes, ce n'est pas si visible que ça. J'invoquerai deux genres de choses complètement différentes. D'abord que dans notre culture, bon, ça c'est une idée qui m'est personnelle, bon, enfin, ça ne veut pas dire que je trouve que l'hypersexualisation de la psychanalyse freudienne a joué un rôle qui n'est pas très positif dans la clarification du problème. Or, j'ai évoqué les moralistes classiques, j'ai évoqué Rousseau, bon, peu importe, mais il y avait dans toute la tradition théologique, que j'ai critiqué d'ailleurs par ailleurs, je ne me suis pas gêné, mais il y avait néanmoins toute une psychologie de l'amour-propre extrêmement riche, malgré ses excès très grands. Hein. On pourrait parler de Pascal, de La Rochefoucauld, de beaucoup de gens, beaucoup, hein, qui ont beaucoup réfléchi et dit des choses très fines. Tout ça est perdu, au point que le mot amour-propre, ou le mot vanité, vous le voyez bien, sont un petit peu sortis de notre langage. Ça a un petit parfum XVIIe siècle. Hein. Et pourtant, il est tellement fécond de ravigoter, de ravigorer ces termes. Donc, il y a quelque chose qui est dans notre culture, et je crois que la psychanalyse freudienne n'a pas aidé, et qu'elle a peut-être justement jeté un voile d'ignorance, mais cette fois dans un sens que je n'apprécie pas comme favorable. Bon, ça c'est une première donnée. Il y a une deuxième donnée complètement différente concernant les résistances. Qu'est-ce qui fait que nous sommes si rétifs à avoir clair en nous-mêmes? Il faut parler d'inconscient là. Il
faut parler d'inconscient, ce qu'on n'a pas encore fait. Car ça existe, l'inconscient ou le subconscient, on ne va pas se battre sur les mots. Hein. Il y a des choses qui passent sous les radars, bien entendu. Mais quel peut bien donc être le contenu de cette boîte noire de l'inconscient? On a déjà dit une chose, c'est que cette boîte était carrée. Lorsque nous parlions du carré de la vanité, du mépris, de la honte et de l'envie, ça formait un carré. Cette boîte est carrée, et qu'est-ce qu'elle contient? Je viens de le rappeler. À mon avis, c'est un scoop que je suis en train de révéler là, avec beaucoup à la fois de prétention et d'hésitation, là, parce que c'est lourd. Le contenu de cette boîte noire, c'est-à-dire de notre inconscient, et si c'était tout simplement tout ce dérèglement de nos affects dont nous parlons depuis un bon petit moment. Et pourquoi est-ce que... Alors, quelle est la force de refoulement? Alors, qu'est-ce qui fait que tout cela reste au fond de notre inconscient, ou reste trop? Ça dépend. Il faut toujours penser avec un nuancier, avec un éventail, parce que nous n'en sommes pas tous au même point. Il y a des gens plus atteints que d'autres en matière de clarté, de clarification de leur mobile. Et bref, quelle est la force refoulante? Je crois que la force refoulante, c'est encore l'amour-propre. Nous n'allons pas créer un nouveau concept, ce serait complètement inutile. L'amour-propre, c'est-à-dire l'estime, l'amour-propre au sens de l'estime abusif de nous-mêmes, ce que j'ai appelé la vanité dans le fond. C'est que nous tenons à notre cher moi, je ne sais plus quel penseur utilisait notre cher ego, notre cher moi. Nous l'aimons, même s'il nous déplaît souvent. Ou en tout cas, nous n'avons pas tellement envie, nous ne sommes pas très disposés, pas seulement pour des raisons intellectuelles, mais pour des raisons affectives, à le remettre en cause, à l'humilier. Et nous sommes plutôt dans une démarche auto-justificative. Voilà. Le mauvais chemin dans lequel nous nous perdons souvent, c'est l'auto-justification. Il y a un problème. Quel est le réflexe de défense premier? C'est la faute aux autres. Ça s'appelle faire des boucs émissaires. Il y a un problème, une difficulté relationnelle avec qui que ce soit, si futile ce soit. Alors ça peut être de la guerre de Poutine avec les Ukrainiens, jusqu'au moindre petit désagrément d'une tache d'eau sur mon livre. Hein. Bon. Il y a une réaction spontanée, enfin possible, pas inévitable, mais dangereuse et qui nous guette, c'est l'extériorisation de la responsabilité. C'est pas moi, c'est mon frère. Voilà. Et évidemment, là, on s'engage dans une relation difficile et conflictuelle parce que l'autre va se défendre. Hein. Donc, la résistance, je crois, à la clarification de nos motifs profonds, je dirais que c'est le mauvais amour-propre, si vous voulez. Voilà, il y a le bon et le mauvais cholestérol. Pour bien désambiguiser les choses, je dirais la même chose de l'amour-propre, qui est à la fois légitime dans une grande partie, je m'en suis expliqué, mais complètement illégitime et abusif dans une autre partie. Quand ça devient non plus amour de soi, mais vanité. Ça devient, alors le mot vanité est en effet forcément péjoratif, appelons-le comme ça. On pourrait dire aussi que le problème, disons, ce qu'il y a dans la boîte noire, c'est qu'on est tous blessés du manque de reconnaissance, de ne pas trouver notre place, et au lieu de l'assumer, on veut fuir cette blessure. C'est ça qui devient la vanité. Je suis touché parce que tu as mis une goutte d'eau sur mon livre. Au lieu d'accepter d'être touché et de rétablir la relation, je monte sur mes grands chevaux. Donc on pourrait dire que c'est l'impossibilité de soutenir la blessure qui est en nous, de notre humanité. Alors là, on est en train de s'engager dans ce qu'on pourrait appeler une démarche améliorative, parce que jusqu'à maintenant, on était dans la description de ce qui se passe. Bon, c'est bien intéressant, mais à quoi ça sert?
ce serait surtout intéressant si ça pouvait servir à s'extirper un petit peu de ces engrenages, on pourrait dire, de ces engrenages. Alors, cette démarche améliorative, bon, moi je ne suis pas thérapeute, c'est pas mon métier. Néanmoins, si, en parlant, c'est évidemment dans ce but quand même d'essayer d'aider les autres et de m'aider moi-même pour commencer, parce que le ménage, c'est d'abord chez soi qu'il faut éviter de le faire. Donc je dois dire que la démarche introspective, parce que nous sommes en train de parler à la fois de psychologie générale, mais aussi d'introspection. Chacun, évidemment, fait ses comptes pour soi-même. La démarche introspective, il me semble qu'elle sera d'autant plus intéressante qu'elle a un but amélioratif, c'est-à-dire d'essayer de purger autant que nous pouvons ces mauvais affects, avec évidemment la question de savoir quelle est notre marge de liberté, parce qu'on peut très bien avoir conscience des mauvais engrenages, mais entre la conscience et la correction, il y a loin. Parce qu'évidemment, il y a des mauvaises habitudes, il y a des mécanismes qui remontent à l'enfance, et à vrai dire, je suis personnellement un petit peu limité, enfin, je veux dire pessimiste sur les possibilités évolutives, mais pas complètement. J'espère et je crois qu'il y a des progrès possibles. Alors, est-ce qu'on va y arriver tout seul par l'introspection? Je pense qu'on peut arriver à des résultats, mais on peut aussi, puisque notre sujet c'est justement la transaction, on peut aussi y arriver avec des dialogues, alors soit avec un psy professionnel, soit même dans l'échange et dans la discussion avec des amis, mais non pas dans des discussions seulement sur le temps qu'il fait et sur la marche du monde, mais des discussions un petit peu personnelles sur nos affects, et je crois très enrichissant, tout d'un coup, d'arrêter d'avoir seulement des conversations extérieures, mais de vraiment, finalement, traiter de ce qui nous touche au plus, finalement, de nos raisons existentielles d'être bien ou d'être mal, et de la façon dont nous gérons nos affects les uns avec les autres. Être au courant des mécanismes, disons, du carré de la boîte noire, être au courant des mécanismes de l'amour-propre dans ce qu'elle a de positif ou de négatif, c'est retrouver une certaine forme de liberté. Être au courant, j'aime bien cette formule qui n'a l'air de rien, mais en avoir entendu parler, être au courant, en prendre un peu conscience, je pense que ça peut aider. Parce que souvent, on est complètement aveugle. On rentre, au fond, c'est ce qui arrive à Achille. Il veut plus faire la guerre, il veut plus défendre ses amis, parce qu'il n'est pas du tout... il veut avoir raison, il voit pas du tout qu'il est juste blessé et que son entêtement n'aide pas du tout la situation. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est très aidant, concrètement, c'est de comprendre le don. Parce que le problème du fait qu'on est blessé dans son amour-propre, au fond, c'est ça qui est insoutenable. Nous ne supportons pas d'être blessés dans notre amour-propre, ça nous rend complètement idiots, violents, stupides. Et si nous voulons surmonter ça, le don permet de rétablir une dimension d'amitié et de fraternité qui nous apaise. Et au lieu d'aller dans le don et le contre-don, on prend des chemins qui ne nous aident pas du tout. Je disais tout à l'heure, on rentre dans la vanité ou le déni de soi-même pour essayer de combler le manque d'affection qu'on a pour soi-même, ça ne marche pas. Et ce qui marche, c'est le don et le contre-don, qui est la meilleure manière de créer de l'amitié, de créer du lien, de créer de la relation et de se sentir bien. Alors, j'ai moi-même utilisé le mot inconscient et je le revendique, mais je crois quand même que la lucidité et la volonté ne sont pas sans efficacité. Je pourrais en parler pour moi, mais chacun pourra faire la même chose. Il me semble avoir appris, précisément en réfléchissant à toutes ces belles choses, à dire un mot dans l'ascenseur, pour reprendre cet exemple. Au lieu de rester bête, de chercher quelque chose pour que cette minute, surtout quand on est au 43e étage comme ici, se passe bien, si j'ai quelqu'un avec moi, ou même dans le métro ou quoi, bon, on va pas parler à tout le monde, il faut pas indisposer les gens, mais quand l'occasion se présente, ne pas la manquer, de se creuser un peu la cervelle pour trouver un petit mot adapté à la situation. Qui est une vraie reconnaissance et qui permet la circulation. Un petit quelque chose. Je pourrais raconter des anecdotes. Ça m'est arrivé dans le métro à Marseille l'autre jour. Bon, des fois, j'aime bien parler à haute voix avec ma femme en sachant que celui qui est à côté m'entend.
Bon, il est là, il s'embête comme tout le monde dans le métro. Mais attends, je surveille mes propos, bien entendu. Mais quelquefois, bon, ça marche, et l'autre va s'en mêler. Ben, le trajet a été un plaisir, on a fait connaissance, on n'est pas resté plongé dans sa tablette, etc. Mais j'ai pris l'exemple de l'ascenseur, mais la vie nous offre tout le temps des occasions de ne pas engager le lien, de ne pas établir un lien, si ténu soit-il, ou au contraire, de le faire. Mais je parle des petites occasions, mais il y a les grandes aussi, à pas louper. Et où aller faire un peu plus dans le sens de la générosité, hein, eh ben, ça va entraîner des effets, ça va réembrayer une machine grippée. Comme si, en tant qu'être humain, nous avions une obligation de générosité et que la déniant, que la refusant, nous nous coupons de la propre vie pour nous-mêmes. C'est pratiquement une obligation. Alors, on a parlé de liberté tout à l'heure, et tu avais raison. Donc, c'est pas une obligation, bon, on va pas nous mettre les menottes, mais il faudrait le faire. Et si on ne le fait pas, on est quand même en faute contre la vie, parce que il y a rien à faire. La vie humaine, elle est faite de transactions. Et surtout, il faut bien se mettre dans la tête que l'autre est comme nous. C'est-à-dire ne pas avoir peur de l'autre, ne pas en faire un roc d'indifférence, nous dire que la sensibilité et la fragilité que nous avons, l'autre la ressent aussi, et que si nous faisons un geste, il va y être sensible, il ne va pas simplement mettre dans sa poche ce que nous lui avons donné, il va y être sensible, et ça va entraîner des affects en retour qui pourront engendrer une navette, soit nouvelle, soit réembrayée, une navette grippée des bonnes manières. Le dernier point dont je voulais parler, c'est que ce qui est très aussi profond dans la pensée que tu déploies, c'est qu'elle est à la fois politique, sociale, psychologique. Et qu'en général, les choses sont coupées. On a d'un côté la psychologie, qui serait juste en rapport avec soi-même sur soi-même. L'autre côté, on aurait une réflexion sociologique, une réflexion politique. Et ce que je trouve vraiment passionnant, c'est là on comprend les mécanismes sociaux, les mécanismes aussi bien sociaux, politiques, que individuels. Et j'ai l'impression que tout ton travail, tous ces années de travail, tu essayes vraiment de lier ensemble ces domaines qui en général sont séparés. Absolument. J'ai cité le nom de Marcel Mauss tout à l'heure, qui a fait ce livre magnifique qui s'appelle « L'essai sur le don » en 1824. En 1924, Marcel Mauss appartient au domaine de l'anthropologie ou de la sociologie, et il faut bien se représenter que la sociologie et la psychologie ne communiquent pas, ou en tout cas très mal. En tout cas, les sociologues, depuis Auguste Comte, qui est le fondateur de la sociologie, en passant par Durkheim, et puis peut-être aujourd'hui, on pourrait citer Pierre Bourdieu, ne font pas de psychologie, parce qu'ils veulent travailler à grande échelle et ne pas écouter les points de vue subjectifs de X et de Y qui vont tout fausser. Donc ils ne font pas de psychologie. Et je crois que la psychologie, très souvent, a du mal, bon, ça dépend de qui on pense, de qui on parle, hein, il y a beaucoup de monde, évidemment. Donc on pourrait entrer dans une discussion qu'on n'aura pas. Mais le champ politico-social a tendance à lui échapper. Je crois que c'est dommageable. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est d'appliquer cette règle du don contre don, de l'échange des deux pôles, intérêt, générosité, si bien décrit par Marcel Mauss, au domaine de la psychologie, c'est-à-dire des sentiments. Et ça marche merveilleusement, à mon sens. C'est justement ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, depuis un petit moment. Donc, toute cette explication que j'ai essayé de développer, c'est justement l'application à la psychologie intime, des sentiments intimes, de ce que Mauss avait décrit à échelle anthropologique quand il décrit la façon dont les
les hommes des îles trop brillants, en Indonésie si je ne me trompe, échangent des coquillages, etc. Ou Lévi-Strauss, quand il décrit l'échange, les liens de parenté entre des tribus ou des clans, etc., pour établir la paix entre des groupes au lieu de se faire la guerre. Ben, ce que ces anthropologues décrivent à échelle macro, on peut très bien l'appliquer à échelle micro, et surtout en passant de l'échange des biens matériels à des échanges d'affects, et ça marche très bien. Et donc ça fait une psychologie qui n'est pas qui est une psychologie quasiment structurelle. Parce qu'au fond, ce que tu montres, c'est qu'il y a une structure de la psychologie. Et en général, la psychologie, elle est souvent réduite à une sorte d'enfermement d'une description sur soi-même par soi-même. Là, il y a quelque chose comme une structure générale qui permet de comprendre où ça déraille et où c'est fécond. Et alors, ça, c'est un aspect. Et en même temps, ça permet de comprendre que nos sociétés sont aussi mues par des affects. Et au fond, tu soulignes très bien que Bourdieu, dans toute son analyse, n'a rien à dire sur la chute du mur de Berlin, justement parce qu'il est prisonnier d'une analyse unilatérale. Qu'est-ce que ça apporte, cette analyse, pour comprendre notre société? Alors, oui, j'aimerais dire un mot sur ce qui me paraît... Il y a un penseur qui émerge depuis la chute du mur de Berlin, on va dire, qui est Alexis de Tocqueville, qui, dans sa Démocratie en Amérique, a décrit avec une acuité de regard qui est reconnue comme exceptionnelle le monde moderne. Ce que décrit Tocqueville depuis l'Amérique, où il avait fait un voyage, c'est la société moderne. Or, Tocqueville est justement, bon évidemment, Tocqueville en 1840 à peu près, n'avait pas lu Freud. Par contre, il connaissait bien les moralistes classiques auxquels j'ai fait allusion. Et donc, les analyses psychologiques sous-jacentes à sa description sont tributaires des moralistes classiques. Tocqueville est avant tout un sociologue. Le mot existait à peine, hein. Il ne revendique pas du tout cette étiquette, ni aucune méthode particulière, simplement il y voyait des deux yeux, donc il a fait des analyses tout à fait remarquables. Et en un mot, la démocratie, c'est-à-dire la société moderne, est une chose qui ne lui plaisait pas beaucoup, mais par réalisme, il avait tout à fait accepté en mettant le doigt sur un danger. Ce danger, c'était les rivalités. C'est-à-dire que si les hommes modernes que nous sommes ne sont pas capables de se regrouper en associations de quelque nature que ce soit pour échanger justement des dons et des contre-dons, ça c'est moi qui l'ajoute, eh bien, ils vont tomber fatalement dans le cycle des rivalités. C'est-à-dire qu'au lieu d'échanger de bons procédés, au lieu d'échanger des bienfaits, eh bien, ils échangeront des méfaits. C'est l'un ou l'autre dans l'existence. Il faut choisir sa voie à chaque instant de l'existence. Donc la pensée de Tocqueville est une pensée politique, sociale, mais enracinée dans la psychologie, sans qu'il emploie tous ces mots. Hein. Il y a un mot clé qu'on n'a pas encore prononcé, c'est le mot individualisme. C'est un mot qui est apparu dans notre langue très exactement dans les années 1820. Parce que ça correspondait à une réalité sociale nouvelle, c'est-à-dire la fin de la société traditionnelle, qui était quand même une société où il y avait des liens nombreux, peut-être trop étouffants d'ailleurs même, tout d'un coup à une société froide, où chacun se retrouve, j'allais dire, à poil. D'où le mot individualisme, qui désigne cette sorte de solitude de l'individu quand les liens sont pulvérisés. Or, tout le génie de Tocqueville consiste à montrer que l'individu n'est pas aussi enfermé dans sa bulle qu'on pourrait le croire, et qu'il a le sentiment de l'être, quelquefois, dans sa souffrance, parce qu'en réalité, il regarde les autres. Et il cherche le plus court chemin qui le conduira au bonheur. Et ce plus court chemin, comme il ne sait pas très bien le trouver tout seul, il regarde celui qu'empruntent les autres. Par exemple, en achetant telle ou telle paire de lunettes de soleil, ou telle marque de voiture. Si les autres le font, ils doivent avoir de bonnes raisons, et je vais faire comme lui,
Je fais là une allusion indirecte à René Girard. Donc, Tocqueville nous montre que le piège de la démocratie, c'est en somme la rivalité. Mais qu'est-ce que c'est que la rivalité? C'est justement une mauvaise gestion, c'est la mauvaise gestion de la navette des dons et des contre-dons, où au lieu d'échanger, encore une fois, des bonnes manières, des bonnes paroles, bonnes paroles sans ironie du tout, hein, on essaye de changer de fil, comme quand on change de fil sur l'autoroute, pour dépasser son voisin, ce qui est toujours un petit peu dangereux et à éviter. Donc si on voulait approfondir la pensée de Tocqueville, et je crois, à mon avis, c'est pour ça qu'il est reconnu, même si on ne le dit pas, aujourd'hui comme un penseur très important, c'est parce qu'il est justement à cheval sur ces disciplines qui aujourd'hui communiquent si mal. Et justement, pendant presque un siècle, jusqu'à la chute du mur de Berlin, il était quasiment mis de côté. Oui. Et parce qu'on voulait avoir une lecture plus marxiste de la réalité qui ne permet pas du tout de comprendre par quoi les gens sont mus. Tout à fait. Qui revient à ce qu'on a dit au début, nous ne sommes pas que mus par l'intérêt économique, mais nous sommes mus aussi par un besoin de réciprocité, un besoin de reconnaissance, et c'est d'arriver à articuler ça qui est absolument central, à la fois dans notre vie psychologique que dans la vie sociale. Ce besoin de reconnaissance est central, et c'est faute peut-être de le comprendre que tant de nos crises aujourd'hui ont lieu. Merci infiniment de ce magnifique parcours. Merci beaucoup. Le plaisir est réciproque. Merci à vous. Si vous avez suivi cet épisode très long jusqu'au bout, bravo. C'est un long chemin, mais je crois qu'il a une cohérence profonde qui se déploie à mesure qu'on entre dans le chemin que Bruno Viard nous propose. Surtout, n'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires. Je les lis avec beaucoup d'intérêt. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes.